Bonjour à Bonjour, bonjour. tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de deux mots qui font trembler la planète, intelligence artificielle et cybersécurité. Vincent, le micro est à toi. Bonjour. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, ces deux sujets sont à la mode et je vais présenter rapidement, en 15 minutes. Je vais regarder l'heure et surtout prévenez-moi si je dépasse. Ces sujets, notamment avec un axe d'usine, puisque c'est là où on a plus de maturité sur l'intelligence artificielle et également de travail sur la partie cybersécurité. Alors une usine, c'est quoi? Une usine connectée multisite, ça va être en bas de l'usine, c'est là, ce sont les instances, par exemple pour fabriquer une voiture ou assembler une voiture. On va avoir un millefeuille de logiciels, de matériel, donc millefeuille niveau 1, 0, enfin 0, 1, 2, 3, etc. C'est la partie d'informatique industrielle. Ensuite, on va avoir la partie informatique bureautique. On continue le millefeuille. Donc ça, c'est un premier axe de millefeuille. Le deuxième axe, ça va être les types de machines, les types de protocoles au fil des années. Donc l'axe peut débuter il y a 40 ans jusqu'à maintenant. Donc autant dire qu'il y a beaucoup de millefeuilles sur cet axe-là également. Un autre axe, c'est la profondeur, c'est-à-dire que souvent une usine, par exemple Schneider Electric se dit tiens, je vais acheter une nouvelle usine qui fabrique des batteries et qui assemble des batteries électriques. Là, très bien, elle achète la dernière usine, il regarde sous le capot, ah mince, c'est ça comme ERP? Comment est-ce que mes ERP au niveau de l'IT vont communiquer entre eux? Encore des silos. Donc il y a beaucoup de silos. Également, un silo particulier, ça va être les fournisseurs, puisque par exemple, la PDG de cette usine-là n'a pas la main sur les fournisseurs, ce qui est bien normal, mais ça crée malgré tout des silos. Le dernier point sur ce diagramme, ce sont des silos, puisqu'une fois qu'on a fabriqué les voitures, on va les distribuer, les vendre à des clients finaux. Voilà, ça c'est l'écosystème que l'on retrouve d'un point de vue organisation. Maintenant, au niveau humain, on va retrouver également des silos à chaque strate de l'échelle, de la hiérarchie. Donc, par exemple, en bas, on va avoir l'équipe de maintenance, au milieu, l'équipe de contrôle qualité, Jane, la PDG de Janixcar, tout en haut, qui, elle, veut tout superviser, donc tous les différents axes que l'on a vus jusqu'à présent, pour pouvoir répondre à des questions toutes simples que l'on verra peut-être tout à l'heure. Également, un autre axe que l'on oublie souvent, c'est que très souvent, on se dit « oui, mais moi, j'aimerais bien, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 semaines où on veut faire des interrogations sur des fenêtres glissantes, c'est-à-dire des intervalles de temps passés. Ou alors, on se dit « oui, mais tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ma production sur l'usine numéro 3, alors que le fournisseur numéro 2 est défaillant? Quels sont les impacts par rapport à mes clients ?» Vous voyez, on commence à circuler et à se poser des questions un peu sur cet écosystème gigantesque. Ou alors, ça c'était Jane qui se posait les questions, ou alors la responsable qualité, on a fabriqué des voitures qu'on a vendues en Guyane et l'airbag se met à exploser, on ne sait pas pourquoi, quels sont les lots passés, combien d'amendes je vais avoir par rapport au contrat fournisseur et ci et ça. Pareil, on se pose des questions et le curseur se promène un petit peu partout sur toute cette structure. Alors, si je répartis en catégories les différentes problématiques ou différentes tailles d'usines, on va avoir les petites usines familiales. J'en ai audité une hier. Globalement, il n'y a pas ou très peu de cybersécurité. En gros, la cybersécurité, ça va être quoi? Ça va être en gros un boîtier Internet avec un firewall et entre guillemets un petit proxy. Donc ça va être très facile à cybersécuriser et c'est quasiment tout. Ensuite, on a des tailles d'usines un peu plus grandes. Donc ça, c'est un projet à l'échelle d'usine. Ou alors, ça peut être des petits, ce qu'on appelle des proof of concept, c'est-à-dire des petits tests. On va tester un petit peu si l'IA va fonctionner, si les jumeaux numériques fonctionnent, donc les digital twins. On va cybersécuriser l'ensemble, un peu plus que tout à l'heure. Voire même, si on fait appel à des cyber-experts, peut-être qu'ils peuvent tout cybersécuriser, bloquer de partout. C'est pas très grave parce qu'on est sur des petites usines
il n'y a pas d'impact comme ce que l'on a vu par rapport à Jane sur des grosses usines. Sur les grosses usines, avec des sites multiples, avec des rôles de partout, avec des usines en France, en Allemagne, avec des caractères S7, avec du chinois, etc., pour mélanger toutes ces données-là et répondre à une question simple que Jane pourrait se poser, ça devient très difficile. Donc là, on appelle ça, c'est lors du passage à l'échelle au niveau des usines. Ça marche également sur des laboratoires de recherche et développement ou des laboratoires de tests de qualité pour vérifier si la qualité de ce qu'on produit convient ou pas. Eh bien, on peut commencer à percevoir des échecs lorsque l'on est sur du multisite et surtout multilangue. Pourquoi? C'est parce que la modélisation que l'on a vue tout à l'heure avec les triangles, pour de vrai, ça ressemblerait plus à ce genre de choses-là. Les petits libellés bleus, ce sont des éléments interconnectés entre eux. La partie jaune, c'est des éléments qui sont interconnectés pour pouvoir répondre à nos questions. Donc cette interconnexion-là suit ce qu'on appelle une ontologie. Une ontologie, c'est en gros la cartographie de ce qui se trouve dans une usine, selon une norme en particulier. Mais ça peut également s'apparenter de près ou de loin à un arbre généalogique. L'arbre généalogique, sur cet arbre, on va se poser la question, oui, mais quel est le lien entre le fils caché de Pierre et le voisin de Lucette en 1976? Parce que il a développé telle et telle maladie et je veux comprendre pourquoi. Donc ça ressemble pas mal, les deux se ressemblent. Ça se ressemble tellement qu'en fait, on pourrait même apparenter ça à un cerveau humain avec un réseau de neurones à l'intérieur où le rôle de la cybersécurité serait de protéger de partout. En protégeant, la cybersécurité va en fait couper des liens. Et vous savez très bien que si on commence à couper des liens au niveau des neurones, on va réfléchir un peu bizarrement. Et vous le savez également au niveau des IA, quand certaines IA en local, avec peu d'interconnexion, eh bien, elles vont répondre un peu n'importe quoi. Donc il se passe exactement la même chose. Quand on a trop cybersécurisé, rappelez-vous la partie des triangles, et la partie en jaune que l'on voit, eh ben, c'est comme un gros coup de ciseau ici, pof, qui coupe la tête ici de Jane, et le corps ici qui produit. Et à l'intérieur, il y a encore plus de coups de ciseau, entre niveau 0, 1, 2, 3. En fait, plus on donne des coups de ciseau, horizontalement, verticalement, moins l'IA va fonctionner. Bon, ça paraît logique comme ça, mais d'un point de vue cybersécurité, hop là. Comme on se demande comment on va pouvoir cybersécuriser les choses, si on ne sait pas, soit on laisse faire, allez, ben on a des usines qui tournent comme ça, c'est-à-dire la partie IT, donc informatique bureautique, est liée totalement à la partie production. C'est hyper dangereux. Donc il faut entre guillemets, couper, mais il faut couper avec des ciseaux particuliers. Et c'est là où on va voir quels sont les coups de ciseaux particuliers, les standards que peu connaissent. On va les voir. Donc voilà, là c'est la partie ciseaux. Et maintenant, Jane, elle veut comprendre l'impact du retard de son fournisseur par rapport à des pneus, donc en entrée là, ici à gauche, par rapport à son client A. Et là, pour répondre à ça, s'il y a des coups de ciseaux, on ne pourra pas. Je vais prendre un exemple juste rapide avec une presse. Donc là, on travaille avec un client dans le Grand Est avec une presse importante. Et on commence à cartographier cette presse-là, selon, pareil, un peu l'arbre généalogique, qui peut s'apparenter également à juste des répertoires, des sous-répertoires. Donc dans le répertoire JanXCAR, il y a le site 3, il peut y avoir le site Lyon, etc. Et on va descendre comme ça et on va cartographier de plus en plus de choses jusqu'à arriver à l'OI, c'est-à-dire au taux de rendement synthétique, aux performances. On va arriver à la consommation d'énergie, donc l'efficience énergétique. Et pourtant, ce n'est qu'un seul élément de l'usine. Donc, imaginez une usine, il n'y a pas qu'une seule presse, il y a beaucoup de choses, et il y a plusieurs usines. Donc, ça commence à devenir très compliqué, d'où le cerveau et le réseau de neurones que l'on a vu tout à l'heure. Maintenant, comment on doit travailler pour faire en sorte que les coups de ciseaux soient donnés correctement et au bon endroit, puisqu'ils sont obligatoires, sinon on ne peut pas travailler.
Donc, il faut un lab pédagogique, un laboratoire d'entraînement. Et ce laboratoire doit être collectif, pas juste pour une personne, pas que pour la cybersécurité, pas que pour le responsable fonctionnel, donc métier, pas que pour la maintenance, c'est pour tout le monde, pour que l'information puisse circuler au niveau des humains, et l'information doit circuler également au niveau des machines. Donc, maintenant, l'équipe cybersécurité se pose la question. Je veux comprendre l'impact de la cybersécurité, des coups de ciseaux, par rapport à une IA, à mon réseau de neurones, qui soit efficace dans mes usines. Pour ça, on y va tranquillement, de façon traditionnelle. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se pose devant le tableau blanc, on fait des schémas. Là, c'est l'usine en bleu, ici. Il y a des environnements, des automates programmables. Les fameux silos que j'avais représentés tout à l'heure, on les retrouve ici. Des millefeuilles au niveau de la verticale également. Et puis après, au final, on se dit, ah, super, il est beau mon schéma, on va l'imprimer, etc. Mais pour de vrai, qu'est-ce qu'on en fait, mis à part caler des portes pour les laisser ouvertes? Eh bien, nous, on a pris une approche totalement différente, surtout qu'on sait et on connaît les statistiques d'échecs de projets, des projets IA. Le MIT estime, c'est le plus pessimiste, à des taux de 95% d'échecs. 95%, on se dit, mais nous, on va débuter un projet, statistiquement, on va échouer. Si on fait comme tout le monde. Du coup, on ne fait pas comme tout le monde. Donc, on commence par la fin. Et la fin, ça consiste en quoi? Travailler sur la cybersécurité dès le départ, à travailler sur les performances dès le départ, à travailler sur tous les points qui cassent les pieds et que l'on oublie dès le départ. Parce que très souvent, on va se concentrer sur le new shiny, sur les choses qui sont brillantes et visibles de l'iceberg. On va installer ça, ce logiciel, cette brique-là, et on va dire, waouh, ça marche, c'est génial, et après, je vais fabriquer quelque chose autour. Non, c'est l'inverse. On commence à fabriquer des choses compliquées, et après, on en vient au simple. Voilà, le lab, ça paraît évident, ça paraît simple. Si c'était super simple, on n'aurait pas un taux d'échec aussi important. Donc, pour en avoir déjà déployé avec nos équipes plusieurs, c'est un besoin véritable. On ne retrouve pas, alors d'après les retours de nos clients, ce type de lab, comme on le présente, n'existe pas. Donc, on est les premiers à faire ce genre de choses. Ça permet de répondre à des questions toutes bêtes. Toutes les semaines, on se pose des questions. Ah oui, mais du coup, quel est l'impact de la cybersécurité si je mets 12 coups de ciseaux par ici? Est-ce que ça va ralentir la production, le fameux taux de rendement là? Oui. Si oui, de combien? Ce n'est pas dans un tableau blanc que l'on va avoir la réponse, c'est en le mettant en place correctement. Si on a également des interférences, donc nous, par exemple, parfois on travaille avec des systèmes où on doit mettre des electronic magnetic field, donc des boucliers de champs magnétiques, pour ne pas avoir des perturbations électroniques. On ne va pas le faire sur le tableau blanc ni en simulation. On vient avec le système. Des fois, il y a nos clients qui nous demandent de débrancher ou de rebrancher un câble. Bon, on demande pourquoi ils nous demandent de faire ça, mais c'est parce que s'ils avaient eu à le faire en production, on aurait un gros problème. Voilà, donc si je résume maintenant tout ça, puisque l'heure est écoulée et on doit bientôt conclure, on retrouve l'arbre généalogique qui est spécial. C'est un arbre généalogique qu'on appelle Unified Namespace, espace de nom unifié, UNS. Cet arbre-là, il est dynamique. Les données qui circulent, elles sont temps réel, elles se propagent partout, dans toutes les usines, dans tous les logiciels, partout. C'est un truc spécial qui permet d'avoir une source de vérité unique. Ensuite, comme ce n'est pas suffisant, on va rajouter des choses autour de ces axes, de ces blocs. On va rajouter, entre guillemets, des contraintes entre ces blocs-là, un peu comme l'arbre généalogique. Ensuite, on crée, par exemple, des jumeaux numériques et on lance des IA dessus pour pouvoir travailler sur des données passées, présentes et futures. Et cerise sur gâteau, c'est là où quasiment personne n'arrive à faire ça, c'est enfin d'assembler tous les neurones entre eux avec des cybersécurités bien placées, mais où l'information puisse circuler. Voilà un petit peu, avec une IA qui est enfin efficace. Voilà un petit peu. Et pour pouvoir faire ce genre de choses-là, très souvent, on se focalise sur la technologie. Or non, il faut créer une équipe cœur, une équipe core team, qui orchestre. C'est vraiment, il manque un chef d'orchestre qui puisse parler à tous les acteurs de l'usine. Vous avez vu les différents triangles, les différents fournisseurs. Eh bien, il manque cet acteur-là
Et ça paraît peut-être simple, on va se dire, on va mettre un chef de projet, mais un chef de projet qui sache parler électronique, mécanique, automatisme, supply chain, etc., etc. Donc, c'est souvent une équipe. Voilà, et ça, c'est un exemple d'équipe où on travaille sur des axes people, process, technologie, où la technologie, au final, ça représente que très peu de choses. Voilà, terminé pour la présentation. Bien, merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la conversation, dans le chat. Moi, la question que je voulais te poser pour commencer, c'est qu'est-ce qu'on fait de... Aujourd'hui, bon, visiblement, il y a beaucoup d'échecs pour l'intelligence artificielle. Quelles sont les applications de l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on en attend, en fait? Qu'est-ce que ça peut Alors, apporter? il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Je vais en prendre un en particulier. Ça va être de répondre à la question de Jane. Vous voyez, il y a plusieurs rôles. Jane, elle est tout en haut. C'est elle qui va, entre guillemets, solliciter les neurones au maximum. C'est-à-dire, le réseau de neurones va être le plus sollicité. Et elle va se poser des questions toutes simples, mais qui vont devoir eh bien, aller d'un endroit de l'espace. Imaginez que ce ne soit pas dans la tête, mais au niveau gigantesque de l'espace. Eh bien, d'un point de vue, d'un côté de l'espace, à un autre endroit de l'espace et encore un autre endroit, en fait, on va devoir aller chercher et collecter les réponses partout. C'est des croisements de données. Donc, Mais on quel appelle... type de question elle se pose? Parce que est-ce que là, ça a l'air quand même d'être une question simple? Enfin, je veux dire, c'est pas qu'ils n'ont Alors, pas de l'intelligence artificielle dans ce cas-là. Enfin, si, parce que pour pouvoir faire en sorte de répondre à ce genre de choses, je vais prendre alors, je vais prendre cet exemple-là, ici. Je vais zoomer ici. Les liens que l'on crée entre les machines et la ligne d'assemblage, etc., on va donner des propriétés. Vous voyez, le processus est exécuté par telle personne, et cette personne-là, elle travaille sur telle machine. Donc, ce type de mots-clés, de liens, eh bien, ça va créer un réseau important et, entre guillemets, l'intelligence artificielle va pouvoir circuler dans toute cette ontologie en mode 3 dimensions, devant, derrière, à gauche, à droite. Et on a besoin d'une IA pour faire ce genre de choses. d'accord. Et Et alors, l'IA est très efficace pour pouvoir parcourir cet arbre. donc, ok. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça marche pas, quoi, quand même. Alors, ça ne marche pas, effectivement. Pourquoi? L'une des Alors, est-ce que ça raisons... marche parfois parce qu'en fait, là, quand on dit 95%, bon, c'est quoi? C'est sur des grands projets ou Alors là où ça ouais, marche, par ouais, exemple, je vais donner des vrais exemples ouais. de mon vécu. Ça va être sur des centrales nucléaires où on va avoir la pale de la centrale qui a été modélisée et on va lancer des modèles dessus pour pouvoir savoir et faire une prédiction de la panne pour pouvoir remplacer cette panne-là ou maintenir cette panne. Il D'accord. faut être le fabricant de cette panne-là et avoir suffisamment d'argent pour pouvoir financer ces types d'IA. Donc ça, c'est des grosses IA. Les petites IA qui fonctionnent, eh bien, on les connaît depuis des décennies. Il n'y a pas eu, c'est pas des LLM. Par exemple, je sais pas moi, si on sourit, hop, on va savoir, il y a une IA qui dit ah, Vincent a souri. Donc ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui bateaux. Quand elles sont apparues, on était tous là, waouh, il sait compter des sourires. Mais voilà, il y a des choses qui sont simples. Ouvrir ou alors un moteur qui tourne et lorsque ce moteur est un petit peu défaillant au niveau vibration, on va pouvoir le prédire. Donc il y a des petites choses. Mais là où ça échoue, ce sont des requêtes compliquées. C'est un peu ce que je dis là, quand on va chercher un petit peu dans le hangar l'information pour des, je sais pas moi, je suis Amazon, je vais dans le hangar pour récupérer tel livre et je me demande si Vincent Tavenekam veut tel livre et du coup peut-être qu'il veut acheter une cuillère en bois en même temps. Ce genre de réflexion complexe qui paraît simple pour un humain, eh bien on doit pouvoir parcourir rapidement tous ces arbres. Premièrement. Deuxièmement, est-ce que cette modélisation a été réalisée correctement? Troisièmement, même si ça a été réalisé correctement,
est-ce qu'on a la capacité à faire circuler l'information en temps réel? Et en temps réel dans les usines, on parle, enfin, ou même en temps réel, il y a plusieurs niveaux de temps réel, mais le temps réel qu'on cherche à avoir, c'est par exemple 60 millisecondes, 200 millisecondes. Pourquoi? C'est parce que les arbres sont juste gigantesques. Sinon, on mettrait à chaque réponse, vous voyez, ChatGPT qui vous posait n'importe quoi comme question, il vous répond, allez, en moins de 1 seconde. Mais si on mettait un temps fou pour pouvoir parcourir tout ça, aller chercher l'information, on mettrait plusieurs heures avant d'avoir la réponse. Et quand on produit quelque chose dans les usines, je ne sais pas, un moteur Somfy assemblé, c'est 1 seconde. Et il y a 1 seconde après, il y a un deuxième moteur qui sort. Une voiture, c'est une voiture par minute à peu près. Donc on ne peut pas se permettre d'attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures avant d'avoir des réponses. D'accord. Alors, question qu'on pose là, c'est quelles sont les règles, alors, les règles de tes ciseaux? Comment bien Les utiliser règles les des ciseaux. ciseaux? Et C'est puis, très bien. deuxième question, tant que tu y es, serait-il possible d'avoir un espace de règles de cybersécurité unifié? Alors, ça, Des ciseaux. c'est ce que j'ai pas mis. Parfois, je mets à la fin des présentations, puisque en fait, je présente ça à nos clients pour de vrai. Sauf que là, c'est un peu en mode cartoon pour que ce soit sympa. Mais je commence par les annexes. Et les annexes, c'est les cas typiques d'échecs de projet et les cas typiques de questions. Donc ça, c'est un cas typique de question. Et le client en général, lui, il veut une réponse tout de suite maintenant. Et la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. C'est quelque chose qui se travaille en équipe. Alors, il y a des guides, et les guides, je les ai nommés ici. C'est les guides ISA 95. Ce ne sont que des guides. Et la réponse en soi, c'est, alors ça paraît bizarre, mais je peux vous garantir que c'est d'expérience, c'est ce que l'on constate, c'est un travail lié à l'humain. C'est-à-dire, on appelle ça donc, dans certains vocabulaires l'ubiquitous language, le langage d'ubiquité. Donc que tout le monde, tous les rôles ici, l'équipe de maintenance, de contrôle, Jane, les fournisseurs, on va avoir un langage commun. Et pour créer un langage commun, on ne peut pas juste se dire j'impose mon langage commun. Donc on va commencer petit. Ah toi, Driss, comment tu nommes ce truc-là? Quelle est ta classification? Bah, moi je le classe comme ça. Et toi, Paul, comment tu fais? Ah bah moi ça serait comme ça. Et là on va s'accorder, on s'accorde les violons petit à petit. Et j'ai déjà déployé des applications comme ça qui ont duré 20 ans, c'est-à-dire au début, et derrière c'est très 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 réglementé. Donc il y a les juristes qui sont derrière, autant dire que c'est au niveau national, la loi c'est la même pour tout le monde. Pourtant, la loi à Lille, c'est pas la même loi qu'à Marseille. Et petit à petit, on va ajuster. Évidemment, plus on ajuste vite, et mieux c'est. Donc là, on travaille sur des projets, c'est souvent entre 500 millions à 1 milliard d'euros les projets. C'est pas en 5 minutes qu'on fait ça, c'est plus en plusieurs mois, parce que le temps de faire la réunion 1, 2, 3, 4, 5. Et on ajuste le curseur jusqu'à obtenir la convergence, en fait. Et la convergence, elle va vivre parce que si on va acheter encore une nouvelle usine, eh ben on va devoir converger les deux. C'est comme voilà, le gros paquet 1, 2, 3, usine 1, 2, 3 qui va fusionner avec la petite qui va arriver et on va regarder qu'est-ce qui correspond. Donc c'est de l'empirisme. Il y a des guides au départ, on part pas de n'importe où, mais il n'y a pas de solution toute faite. Donc, c'est le rêve de beaucoup de décideurs. À chaque fois, ils me disent « Vincent, donne-nous la réponse ». Malheureusement, il n'y en a pas. J'ai fait suffisamment de projets pour dire qu'il n'y en a pas. Ou alors, on peut mentir. On peut dire « Ah oui, bien sûr, il y a ci et ça, mais pour de vrai, il n'y en a pas ». Et donc, comme j'aime pas mentir, autant dire la vérité dès le départ et décevoir dès le départ. D'accord. Et donc, en fait, si je comprends bien, la méthode pour justement respecter les interconnexions, les créer, et puis en même temps être cybersécurité, c'est avancer lab par lab, en quelque sorte. C'est-à-dire, Alors, c'est faire de l'expérimentation au fur et à mesure, c'est au quelque fur et chose à comme ça? mesure, nous, on livre... alors, on nous a encore contacté tout à l'heure, là, avant qu'on débute, pour avoir encore ce lab-là. À quoi il sert, ce lab-là? Après, on a toujours les mêmes, ou souvent les mêmes ingrédients. Ce sont des ingrédients qu'on compose en fonction des questions. Là, on se pose la question, je veux comprendre l'impact de la cybersécurité, et on rajoute par rapport aux performances,
ben là, on va rajouter des labs, enfin des composants parfois physiques, parfois logiciels. Et oui, ça fait un lab. En fait, je prends l'analogie avec le tableau blanc. Eh bien, c'est le même tableau blanc. Parfois, on va effacer, on va repartir de ce même schéma et on le modifie. Donc, c'est le même tableau blanc, c'est le même lab. Parfois, on recommence totalement. On recrée un autre lab, beaucoup plus grand, parce qu'on a besoin de tester autre chose. Parfois, on va mettre 2 ou 3 labs en parallèle, voire même les connecter entre eux pour simuler justement le rachat d'une nouvelle filiale. La filiale qui dispose la future filiale qui dispose d'un ERP SAP, qu'est-ce qui va se passer par rapport à mon ERP fait maison? Et là, je veux le simuler avant qu'on fasse le vrai projet, parce que sinon, ça va être un petit peu embêtant de découvrir en production. Voilà, il faut travailler dans un environnement où on s'entraîne, où on acquiert des réflexes pour aller beaucoup plus vite, tout simplement. Et souvent, on va travailler sur un axe. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est de la pédagogie, hein, donc on va travailler sur un axe en particulier pour être prêt. Un peu comme si en sport, on va travailler les biceps pour telle et telle activité, et après, on va travailler d'autres muscles. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, c'est variable. Des fois, on peut faire qu'un lab, des fois, on peut faire plusieurs labs en parallèle ou à la queue leu. D'accord, Comme un très tableau bien. blanc. Des fois, vous avez, par exemple, un tableau blanc et vous avez un paperboard et plus vous avez Trello qui tourne ou un logiciel. Donc voilà, c'est très flexible et on s'adapte aux besoins en fait. Ok. Et alors, je ne sais pas si on peut être court là-dessus, mais l'UNS là-dedans, Mhm. qu'est-ce que ça apporte? Alors, Alors, est-ce que ça apporte au lab ou est-ce que ça apporte à l'entreprise finale? C'est-à-dire, quand j'ai construit mon ah, usine après des alors, modélisations, est-ce que j'ai toujours besoin de cette UNS? Alors, c'est quoi, rapidement, et puis ça alors, apporte quoi? c'est une bonne question. En fait, nous, on a fait l'exercice inverse. Pour que les gens puissent comprendre, les industriels puissent comprendre ce que c'est que l'UNS, on a créé des labs. Donc, ce n'est pas de l'UNS dans les labs, c'est de l'UNS pour faire en sorte, enfin, un peu du change management, pour faire de la pédagogie, pour expliquer aux gens, aux différentes personnes ce que c'est que le Unified Namespace. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des propriétés assez bizarres. Donc, je vais essayer de faire court. Donc, j'en reviens à l'invention, entre guillemets, ou la découverte des atomes par un certain Jean Perrin, que beaucoup peuvent connaître. Donc, eh bien, comme c'est assez compliqué, voire même invisible à l'œil nu, par défaut, c'est impossible à expliquer des atomes à l'époque. Imaginez, à l'époque de la découverte des atomes, on n'en sait rien. Donc, on fait plusieurs expériences euh, avec du tangible, du visible, pour prouver quelque chose d'invisible. Et ben les labs, c'est pareil. L'UNS, c'est invisible, c'est très dur à expliquer. Parfois, ça ressemble même. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je sais que certaines personnes ont assez peur des explications. Mais on va manipuler, et quand on manipule, eh ben ça y est, on a compris. Alors, par contre, je vais faire une analogie ici avec les téléphones. Pour de vrai, à l'intérieur des téléphones, tout le monde fait du zoom ou quoi que ce soit, enfin, ou le pouce. Ben, il y a pas mal de quantiques là-dedans. Est-ce qu'on a peur d'utiliser le téléphone? Non, parce qu'on l'utilise, ça paraît super facile. Un enfant de 2 ans, il arrive à utiliser le téléphone. Mais si on lui dit, bah, tu sais, en fait, il y a l'intrication quantique et ça fait ci et ça, et on va gratter des atomes, ben, non, ça fait peur. Donc c'est pareil, l'UNS, si je commence à expliquer ici, surtout dans un temps très court, les gens ils vont partir en panique et ils vont jamais utiliser l'UNS. Donc vu de l'extérieur, ça doit être simple, parce que c'est le cas. Mais si on rentre dans le détail, il faut être un peu initié avant d'en parler. Au début, je pensais que c'était de la rétention d'informations. Les gens donc les créateurs de l'architecture de ce principe, je pensais qu'ils faisaient de la rétention d'informations. Mais pour de vrai, non, c'est juste si on commence à expliquer, les gens vont avoir peur. Bien, ben, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. On est joignable, LinkedIn, email, passez par Christophe. Merci bien. Très bien. Allez, Bonne bonne soirée. soirée. Au Au revoir. revoir.